d'aujourd'hui nous est compté. Nous devons impérativement terminer à 12 heures aussi. Sans plus tarder, je cède la parole au capitaine Wittig. Merci. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je suis Christelle Wittig, psychologue en région Languedoc-Roussillon pour les gendarmes et leurs familles. Je vais vous présenter aujourd'hui une petite vignette clinique, mais avant ça, je souhaitais vous dire quelques mots sur la gendarmerie, l'identité des gendarmes un petit peu, et puis les psychologues dans l'institution. J'en profite pour remercier les organisateurs de leur invitation. Donc juste quelques mots sur la gendarmerie nationale. C'est donc une force militaire armée chargée de veiller au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois. Vous avez en France et sur le territoire français 100 000 personnels couvrant 95% du territoire national pour à peu près 50% de la population. C'est mieux ? D'accord. Près du micro. Donc vous avez 100 000 personnels sur à peu près 95% du territoire national au service de 50% de la population française. Bien sûr, vous avez des gendarmes en outre-mer également. Donc sur l'ensemble du territoire, vous avez à peu près 3600 brigades. Donc c'est des lieux de vie communautaires, des casernes en fait. Vous savez que les gendarmes sont hébergés en caserne. On y reviendra un petit peu plus tard parce que c'est important. Vous avez différents métiers en gendarmerie, des cultures professionnelles assez diverses. Vous connaissez sans doute la gendarmerie départementale. C'est ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité publique générale, qui sont très en contact avec la population. Vous avez également la gendarmerie mobile, qui assure le maintien et le rétablissement de l'ordre en toutes circonstances. Et puis, la troisième, la plus importante, c'est la garde républicaine, donc, qui assure des missions de sécurité et toutes les activités protocolaires au service des plus hautes autorités. Alors, en région Languedoc-Roussillon, il y a à peu près 4100 gendarmes répartis sur 5 départements, donc l'Hérault, le Gard, la Lozère, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Donc il y a une forte activité toute l'année finalement, en raison notamment de la Neuf qui traverse l'ensemble de la région et qui est un grand lieu de passage. Et puis l'été aussi sur l'ensemble du littoral. Alors quelques mots sur l'identité du gendarme. Finalement, le gendarme a valeur d'exemple, de modèle vis-à-vis de ses concitoyens et de ses pairs. Les gendarmes disent souvent, être gendarme, c'est un état permanent. Même quand on est en vacances, on est gendarme en fin de compte. Alors peut-être aussi que c'est dû à leur vie en caserne. Vous savez qu'ils sont logés en caserne, donc c'est par nécessité absolue de service. C'est aussi une façon de les rendre disponibles. Et donc finalement, il y a une proximité entre le lieu de travail et la résidence. Ça ne fait qu'un. Pour y avoir habité quelques mois en caserne, effectivement, c'est assez particulier parce qu'on ne quitte jamais vraiment son lieu de travail. Et d'ailleurs, les gendarmes qui sont en congé, quelquefois, reviennent boire le café, passent à la brigade. Enfin, ça se fait très souvent. Il y a aussi le rapport à l'uniforme. Alors, bien qu'il soit, on pourrait dire, de moins en moins respecté, il leur donne quand même une sorte d'illusion d'invulnérabilité. Une sorte de protection, quelquefois un blindage. Et je repensais aux motards des escadrons de sécurité routière qui ont encore été, jusqu'il y a peu de temps, simplement en polo et en petits pantalons, alors que maintenant ils sont équipés. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'invulnérabilité quand on est gendarme, ce sentiment un peu d'être invulnérable. Alors la gendarmerie, une force humaine, c'est le slogan, en fait. Donc c'est vrai que les gendarmes sont en permanence au service des autres. C'est un engagement fort. On dit qu'ils sont disponibles en tout temps et en tout lieu, comme par leurs conditions militaires. Ils sont très attentifs à ce qui est mis en place pour eux, du coup, en cas de coup dur. Très sensibles à la reconnaissance de ce qu'ils vivent par leur chef, notamment. Le regard de leur chef est très important. Et puis je pense que pour avoir travaillé dans d'autres milieux, pour les gendarmes, c'est difficile de demander de l'aide. À la fois une blessure physique, ça peut être noble, entre guillemets, tandis qu'une blessure psychologique, elle peut apparaître comme stigmatisante. C'est vécu comme une défaillance au sein de l'institution.
Donc les gens ont l'habitude de traiter en interne et souvent il me semble que les gendarmes peut-être tiennent plus longtemps que les autres, mais quand ils craquent, j'ai le sentiment que ça craque plus fort. Et puis on est aussi dans une institution où le judiciaire est très important, donc on cherche à montrer des preuves, hein, à trouver de l'ADN. Et tout ce qui est psychologique, finalement, ça s'évalue pas, ou difficilement. Donc c'est difficile pour les gendarmes de dire qu'ils souffrent et combien ils souffrent. Et quelquefois, les patients que je peux avoir me disent « je préférerais être blessé physiquement, mes collègues comprendraient mieux ce que je vis ». Donc c'est vrai que c'est une façon... Pour un psychologue en gendarmerie, il faut aller au-devant finalement, on ne peut pas trop attendre la demande, et c'est une clinique un peu particulière, une posture peut-être proactive. Voilà. Les psychologues en gendarmerie ont été mis en place, en fait, la gendarmerie a souhaité avoir son propre dispositif de soutien psychologique et a recruté des psychologues pour le coup, à partir de 1998, peu après que les cellules d'urgence médico-psychologiques aient été créées. Donc, vous avez 2 équipes de psychologues en gendarmerie, l'une qui s'occupe de la sélection, du recrutement, qui fait passer les tests, et une autre dont je fais partie qui s'occupe du soutien post-événementiel. Donc, essentiellement, les postes ont été créés sur le risque de traumatisme psychologique. Hein. C'est ça qui a motivé la création de nos postes. Aujourd'hui, vous avez un dispositif à 2 niveaux, on pourrait dire, une équipe de 5 psychologues au niveau de la direction générale basé à Paris, et puis actuellement un poste de psychologue par région avec le renfort bientôt d'un 2e poste sur certaines grosses régions, dont Languedoc-Roussillon entre autres. Donc les missions qu'on peut avoir en tant que psychologue, c'est le soutien post-événementiel. Je vous parlerai des événements tout à l'heure. C'est également tout ce qui est souffrance au travail, donc organiser des espaces de parole pour les gendarmes. Je tiens à préciser que comme notre premier choix en tant que psychologue, on est recruté comme spécialiste dans cette institution, donc on est soumis au secret et c'est important qu'on puisse le garantir aux gendarmes qui viennent nous consulter. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'on travaille toujours en civil, bien qu'on mette quelquefois notre tenue pour des cérémonies. En tous les cas, c'est pour notre spécialité qu'on a été recruté. On n'a pas de prérogative de commandement. Alors, pour quels événements on nous sollicite? En général, pour des événements qui touchent directement les gendarmes. Une blessure en service, une agression, le décès d'un personnel, en service ou hors service, un suicide, un cas d'usage des armes ou d'ouverture du feu, si vous préférez. Et puis, ce type d'événement-là, on a l'habitude d'être sollicité dès que ça survient, en fait. Et moi, j'ai essayé de développer aussi l'intervention suite aux situations où les gendarmes étaient touchés indirectement, hein, par des situations, par exemple, comme les inondations qui sont survenues ce week-end, où vous avez peut-être entendu parler de cette famille qui a traversé le pont qui était submersible, et les 2 enfants et la maman sont décédés. Donc c'est le type de situation pour lequel on me sollicite également. Tout ce qui implique des enfants, finalement, bouscule énormément, impacte énormément les gendarmes. Et ils en gardent souvent un souvenir très, très précis, des années après. Alors je vais vous parler d'une vignette clinique. Donc le gendarme F est sur la route des vacances en compagnie de sa femme, de son fils de 8 ans et de sa fille de 12 ans. Pour une raison indéterminée, il perd le contrôle de son véhicule et percute la voiture circulant en sens inverse. Lui et sa fille décèdent sur le coup. Son épouse est grièvement blessée, son pronostic vital est d'ailleurs engagé, et son fils, légèrement blessé, est resté conscient tout au long de l'intervention des secours. Alors vous imaginez bien l'effet de l'annonce de cet accident dramatique pour les collègues de travail de ce gendarme. Cette double disparition a eu un impact à la fois sur le collectif de travail, c'est-à-dire sur la vie de la brigade, mais aussi sur la vie des familles au sein de la caserne. Le schéma classique de cette famille, mariée, 2 enfants, a favorisé l'identification de tout un chacun et a majoré les souffrances. Alors, étant donné que cet accident est survenu sur la route des vacances, ce sont des gendarmes d'une autre région
qui ont eu à intervenir sur les lieux. Le bilan était très lourd puisqu'il y avait également 4 personnes, dont 2 blessés graves dans le véhicule qui a été percuté en face. Alors même s'ils ont l'habitude de gérer ce type de situation, ce jour-là, les gendarmes ont été en contact direct avec cet enfant de 8 ans qui avait parfaitement conscience de ce qui se passait pour ses proches. C'est en voulant le rassurer sur son transfert en hélicoptère qu'un des gendarmes a appris par ce petit garçon que son papa était gendarme. L'enfant lui a répondu « Je sais comment c'est d'être emmené par un hélicoptère parce que mon papa est gendarme ». Donc les mécanismes de défense de ces gendarmes ont été mis à mal par cette situation. Et du fait de ces circonstances particulières, la psychologue de la région concernée a organisé un débriefing psychologique avec les gendarmes qui sont intervenus sur les lieux quelques jours après. Alors revenons maintenant au profil du gendarme qui est décédé et puis à la physionomie de son entourage professionnel. Le gendarme F exerce dans cette brigade depuis 12 ans, bien inséré socialement avec sa famille au niveau local. Il est aussi un bon camarade, apprécié des personnels de son unité pour sa disponibilité, son engagement et son savoir-faire. D'un effectif de 8 gendarmes, donc c'est une petite brigade, cette brigade est relativement isolée géographiquement. Alors il faut savoir que les gendarmes sont régulièrement mutés au cours de leur carrière et donc sont plus ou moins éloignés de leur famille en fait. Lorsque l'isolement géographique se conjugue avec un effectif faible, les liens entre les personnes sont souvent plus forts et les situations familiales des uns et des autres sont connues et partagées. Cet accident a renforcé la solidarité qui existait déjà entre eux. Chacun est resté attentif à la souffrance des autres. La présence et le soutien des chefs des échelons supérieurs a eu toute son importance, ainsi que le concours des gendarmes des brigades voisines qui, par leur renfort, ont pris à leur compte une partie de la charge de travail de cette brigade. Alors, concernant mes interventions au sein de cette unité au cours de l'année qui a suivi cet accident, donc l'accident est survenu un samedi en début d'après-midi. J'en ai été informée par la hiérarchie locale, tout comme le médecin militaire et l'assistante sociale de la gendarmerie. J'ai de suite pris contact avec les chefs des différents échelons hiérarchiques, mais surtout avec le commandant d'unité, afin de lui offrir une première écoute, de faire une évaluation de la situation avec lui et de lui expliquer aussi ce que j'étais en mesure de proposer aux militaires et aux familles concernées par le décès de leur camarade et de sa fille. Alors bien que le contact avec lui se soit tout de suite très bien passé, il était dans un premier temps un peu sceptique sur le bénéfice de mon intervention face à l'ampleur de la situation. Alors dans certains cas, il m'arrive de me déplacer en immédiat, quelquefois dans les 24 heures après un événement grave. Or, dans ce cas précis, il me fallait respecter un certain protocole, une certaine temporalité. Priorité était donnée à l'accueil des familles le lendemain, qui n'étaient pas connus des collègues, c'était les parents de monsieur, les parents de madame. Donc la visite, l'accueil des familles le lendemain des faits et la visite de soutien du commandant de région aux militaires de cette unité le surlendemain. Nous avons donc convenu avec ce commandant d'unité que mon intervention se placerait après cette succession d'impératifs, mais aussi avant les obsèques. Au fil de nos échanges téléphoniques quotidiens, dimanche, lundi, avec ce commandant d'unité et de l'évolution aussi de la situation, j'ai senti se dessiner une demande de prise en charge psychologique pour ces hommes, mais aussi pour lui-même. Je me suis donc rendue dans cette brigade le mardi et mercredi, donc on est à J+4, J+5, c'est-à-dire peu avant les obsèques, ce qui, à mon avis, était un moment clé. Le contact s'est d'emblée très bien passé avec les militaires et les familles qui étaient en demande de me rencontrer pour exprimer leur tristesse, faire part de leur stupeur, de leur incrédulité face à cet événement, faire part également de leurs inquiétudes pour ce petit garçon de 8 ans et sa maman qui était toujours dans un état grave. Alors à ce stade, beaucoup de questions émergeaient, à savoir comment en parler avec leurs propres enfants qui connaissaient la jeune fille de 12 ans décédée dans l'accident. Fallait-il ou non se rendre aux obsèques avec les enfants? Fallait-il ou non rendre visite à l'épouse hospitalisée qui était toujours dans le coma? Alors il faut savoir que ce qui a beaucoup malmené les gendarmes, c'est que l'épouse hospitalisée est toujours dans le coma à ce moment-là, n'a pas pu assister aux côtés de son fils aux obsèques de son mari et de sa fille. Donc à ce propos, et face au désarroi des uns et des autres, je leur ai proposé qu'un gendarme extérieur à la brigade filme la cérémonie
des obsèques et remettent le DVD à la famille afin de permettre à l'épouse de la visionner ultérieurement si elle le souhaitait. Je suis restée dans cette unité pendant 2 jours. Cette disponibilité a permis de mettre en place différents types de prise en charge, des entretiens individuels, des entretiens collectifs, familiaux, voire des entretiens informels. Le scepticisme initial a laissé place à une véritable reconnaissance sur l'utilité de cette prise en charge psychologique spécialisée. 1 mois et demi après les faits, peu de temps avant la sortie d'hôpital de la veuve, je me suis à nouveau rendue dans cette brigade pendant 2 jours. Donc l'épouse a souhaité me rencontrer malgré la prise en charge psychologique dont elle avait déjà bénéficié depuis l'accident. Au cours de cet entretien, nous avons convenu d'un accord commun qu'en raison de l'éloignement, son suivi psychologique et celui de son fils étaient organisés localement. J'ai donc pris contact avec ce spécialiste local pour assurer le relais. Néanmoins, je suis restée en contact téléphonique avec elle pendant plusieurs mois. J'ai également à nouveau rencontré les gendarmes en entretien collectif ou en entretien individuel, très marqués par l'absence de leurs collègues. Ils avaient le sentiment de le voir parmi eux, son bureau étant resté intact. Ils attendaient son retour de vacances et ne savaient pas comment ranger ce bureau pour toujours, en tous les cas. Ils tenaient également à ne pas montrer l'ampleur de leur peine à cette veuve. La concernant, ils se posaient beaucoup de questions sur la justesse de leur attitude avec elle et son fils, puisqu'ils étaient amenés à la croiser souvent au sein de la caserne. Par tous les moyens, ils cherchaient à aider au mieux la famille, sans faire d'erreur, qui aurait pu majorer la douleur. D'ailleurs, en quelques semaines, ils s'étaient investis, relayés d'ailleurs, pour pallier à l'absence du père pour le petit garçon de 8 ans, en l'invitant à participer à des activités qu'il faisait auparavant avec son père, du VTT, de la pêche. Alors c'était presque trop, mais on sentait qu'ils avaient besoin de prendre une place. 8 mois après les faits, je suis retournée dans cette brigade à l'occasion d'une cérémonie militaire à laquelle l'association Gendarmes de Cœur a remis un chèque de solidarité à l'épouse et à son fils. Les gendarmes de la brigade ont souhaité s'approprier cette journée en organisant la plantation de 2 arbres en mémoire de leurs collègues et de sa fille, donc au sein de la caserne. Et ça a été l'occasion de les revoir tous. Alors, tout au long de ces quelques mois, j'ai été en contact régulier avec le commandant de brigade et j'ai également pu recevoir en consultation des personnels en difficulté. À l'occasion de la date anniversaire de cet événement, j'ai repris contact avec les gendarmes de cette unité pour prendre de leurs nouvelles. Alors, concernant l'accompagnement institutionnel, en raison du décès du militaire, la famille a normalement 3 mois pour quitter le logement en caserne. En fait, dans cette situation, l'institution a souhaité accorder un sursis de délai d'évacuation du logement qui a laissé libre cours à la famille de décider du bon moment pour quitter la caserne. Ce n'est que 11 mois plus tard que la veuve et son fils ont effectivement quitté la caserne. Outre que ce sursis a été particulièrement bien perçu par la veuve, il a beaucoup rassuré les militaires, leur laissant entendre qu'en pareilles circonstances, leur famille pourrait en bénéficier également. Cependant, sur le plan psychologique, ce sursis a eu l'effet paradoxal de cristalliser peut-être le travail de deuil, entre guillemets, pour les collègues et leurs familles. Pendant quasiment 1 an, ils ont vécu aux premières loges de la souffrance réelle ou supposée de cette veuve et de son fils. En quelque sorte, cela a probablement retardé la récupération psychologique des uns et des autres. En effet, comment continuer à vivre dans cette caserne, s'autoriser à recevoir des amis, plaisanter, voire rire, quand cette épouse de gendarme et son fils se replient sur leur souffrance tout en étant présents, voire omniprésents. La vie relationnelle des membres de la caserne a été durablement désorganisée par ces deuils. Et ce n'est qu'au départ de cette épouse et de son fils que certains gendarmes se sont autorisés à s'individualiser à nouveau en demandant une mutation. Je tiens à préciser que nous avons travaillé ensemble dès le début avec l'assistante sociale gendarmerie. Elle est beaucoup intervenue au profit de l'épouse et l'a accompagnée tout au long de ces quelques mois, dans toutes les recherches. Vous parliez des papiers hier, dans tout ce qui est papier. Elle était très en contact avec elle, très soutenante. Elle continue d'ailleurs à être en lien avec elle aujourd'hui. C'est d'ailleurs le cas de l'ensemble des militaires de cette brigade. Quant aux médecins militaires, outre le fait qu'ils rencontrent les gendarmes à l'occasion des visites systématiques, annuelles ou maintenant qui ont lieu tous les 2 ans, il a également
eu à recevoir en consultation des gendarmes de cette brigade qui lui en ont fait la demande. En conclusion, je dirais que cette situation a nécessité plusieurs interventions de ma part pendant 1 an environ. Les premiers contacts ont conditionné l'ensemble de la prise en compte psychologique des militaires et des familles de cette unité. Même si le psychologue est sollicité, on pourrait dire systématiquement au chevet des unités en pareilles circonstances, le travail d'accompagnement s'inscrit non seulement dans l'immédiateté, mais aussi dans le temps. Je vous remercie.